Public du 11 mai 2021. Mois de mai, malgré la température froide, nous sommes vraiment rendus là. Nous allons ouvrir la séance à 19h32 si nous avons un proposeur. Je vais demander au conseil de parler pour que je puisse vous voir en haut de l'écran. Garceau. Monsieur Garceau. Et c'est appuyé par Monsieur Laberge. Adoption de l'ordre du jour, avez-vous des points? Est-ce que ça vous convient? Aviez-vous des points à ajouter? Non. Donc, Monsieur Garceau, vous êtes prêt à le proposer? Oui. Et c'est appuyé par Lefort. Madame Lefort. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021. Est-ce que ça vous convenait? Est-ce que vous êtes prêt à le proposer? Cardinal. Madame Cardinal propose. Y a-t-il un appuyeur? Garceau. Je dirais Monsieur Garceau en premier. Ensuite, les dépôts, le dépôt des états financiers, le rapport du vérificateur, et nous avons Mme Poirier et Mme Monicky pour nous les présenter. Ensuite, on va faire le mot de la mairesse et on va poursuivre l'Assemblée, mais on va permettre à nos auditrices d'avoir une soirée plus clémente en les passant en premier. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous présenter les états financiers de l'année 2019 de la municipalité de Sainte-Martine. Alors, dans le rapport financier qui est déposé ce soir, vous avez le rapport de l'auditeur indépendant qui mentionne que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la municipalité et le résultat de ses activités pour l'année terminée le 31 décembre 2019. Donc, il n'y a aucune réserve, il n'y a aucune annotation au rapport qui doit être mentionné ce soir. Alors, je vais passer la parole à Mme Monicky qui va vous faire une brève présentation des activités de l'année et de votre situation financière. Et puis ensuite, on aura quelques commentaires là, sur des généralités comme la dette à long terme et l'endettement total. Donc, Mme Monicky. D'accord. Donc, au niveau des résultats pour l'exercice 2019, donc, au niveau des revenus de fonctionnement, vous aviez prévu des revenus de 6 485 877. Les réalisations ont été de 6 897 611. Donc, on a plus de 411 000 de plus que ce qu'on avait prévu au budget. Majoritairement, cet écart favorable-là est dû aux subventions qui ont été reçues. Donc, on a reçu une subvention pour l'augmentation des frais de la Sûreté du Québec, donc près de 110 000 là, qui a été reçu, qui n'avait pas été prévu au budget. Également, les subventions qui entraient aux matières résiduelles ont été plus élevées que ce qu'on avait prévu, d'environ 20 000 Les droits de mutation immobilière également, donc, ont généré des revenus supplémentaires d'environ 72 000 et les services rendus également, là, donc on a reçu plus de 80 000 de plus que ce qu'on avait prévu au budget. On vient ensuite ajouter au niveau des revenus, les revenus d'investissement qui totalisaient 421 661. Donc, ce sont ici les revenus de subvention qui ont été utilisés là, pour les achats d'immobilisation. Donc, ce qui fait qu'on a eu des revenus totaux de 7 319 272. Au niveau des charges, vous aviez prévu des charges totales de 6 165 390. Les réalisations ont été de 7 676 412. Donc, ici, on a 1 511 000 de plus au niveau des charges. La majorité de cet écart-là s'explique par l'amortissement qui n'avait pas été prévu au budget. Donc, on a une dépense réelle au niveau de l'amortissement de 845 000 qui n'avait pas été budgétée. On a eu également des dépenses supplémentaires au niveau des services de police. Donc, on a près de 109 000. Donc, on a eu une subvention supplémentaire, mais on a également des dépenses supplémentaires. Également, au niveau de la voirie, on a environ 97 000 pour l'entretien des chemins là, qui était supérieur à ce qu'on avait prévu. Au niveau de la vidange des boues, donc, on a eu des dépenses de 187 000 qui ont été financées à même une affectation de l'excédent. La même chose au niveau des matières organiques. Donc, on a eu des dépenses supplémentaires de 130 000 là, pour les achats de bacs bruns. Donc, qui a également été financé à même l'excédent. Des dépenses supplémentaires aussi au niveau de l'éco-centre et des travaux de cours d'eau. Donc, c'est ce qui explique l'écart au niveau des charges.
On a donc généré un déficit pour l'exercice de 357 140. On vient ensuite faire l'ajustement au niveau des revenus d'investissement. Donc, on soustrait les revenus qui avaient été additionnés. Donc, on a un déficit de fonctionnement de 778 801. On fait ensuite les conciliations à des fins fiscales. Donc, on vient annuler l'effet de l'amortissement. Donc, on ajoute à notre résultat 844 865. On vient ensuite considérer le remboursement de la dette à long terme de 273 637. Vous avez également utilisé 27 329 des revenus courants de la municipalité pour financer des dépenses en investissement. Et il y a eu des affectations de l'excédent accumulé pour 357 745, qui majoritairement là, est l'excédent qui a été utilisé pour financer la vidange des boues et les achats de bacs bruns. Donc, ce qui nous amène à un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 128 281. Au niveau de l'état de la situation financière, donc, on avait au niveau des actifs financiers au 31 décembre 2019, donc on avait des trésoreries équivalents de trésorerie pour un montant de 1 252 725. Ça représente ici le solde des comptes bancaires. Au niveau des débiteurs, donc des sommes qui étaient à recevoir, on avait un montant de 1 766 596. Majoritairement, c'est composé des subventions qui étaient à recevoir. Donc, on avait, entre autres, le programme du TECQ, le programme Préco, des subventions à recevoir du ministère des Transports, également la subvention pour la bibliothèque. Donc, tout ça totalise 1 149 000. On a également les taxes à recevoir. On en avait pour 255 000, les crédits de TPS et de TVQ qui étaient à recevoir, les droits de mutation et tous les autres comptes à recevoir. Ce qui fait qu'on a des actifs financiers totaux de 3 19 321. Vous avez ensuite les passifs. Donc, on avait une dette à long terme pour 3 847 900 au 31 décembre. Donc, par rapport au solde qu'on avait à la fin de l'exercice 2018, donc il n'y a pas eu de nouvelles émissions au courant de l'année 2019. Et vous avez fait les remboursements selon les échéanciers qui étaient prévus. Donc, vous avez remboursé pour 290 300. Vous avez ensuite tous les autres passifs, donc c'est composé des fournisseurs réguliers de la municipalité, les salaires, les avantages sociaux qui étaient à payer au 31 décembre, les dépôts et retenues de garantie, les intérêts sur la dette à long terme. Donc, toutes ces sommes-là totalisent 1 062 668. Ce qui fait que vous avez des passifs totaux de 4 910 568. Donc, si on prend les actifs financiers moins les passifs, on dégage la dette nette, qui est à 1 891 247. On a ensuite les actifs non financiers. Donc, vous avez des immobilisations qui ont une valeur amortie au 31 décembre de 12 933 106. Donc, par rapport à l'année dernière, vous avez fait des acquisitions pour 571 000 et l'amortissement est venu réduire la valeur des immobilisations pour 844 000. Vous avez ensuite des autres actifs non financiers pour 103 605. Donc, ce sont ici les stocks de fournitures donc, qui étaient en inventaire au 31 décembre, de même que les frais payés d'avance, donc les dépenses qui ont été payées au courant de l'année 2019, mais pour l'année 2020. Donc, c'est entre autres de la publicité, des cotisations, le soutien informatique. Vous avez donc des actifs non financiers de 13 36 711. Donc, on dégage un excédent accumulé total de 11 145 464, qui est composé d'un montant d'1 467 721 en excédent de fonctionnement non affecté, donc le surplus libre de la municipalité. Vous avez également un montant de 188 727 qui est affecté. Donc, ce sont des sommes là, qui sont affectées à divers projets. Donc, entre autres, vous avez un montant de 138 000 qui est réservé pour le budget 2020, un montant de 12 000 pour les travaux de drainage et près de 38 000 là, pour les services professionnels. Vous avez également des réserves financières et fonds réservés pour 362 991. Donc, c'est ici le solde du fonds de roulement donc, qui est disponible au 31 décembre, qui représentait 351 000. Et vous avez des soldes disponibles des règlements d'emprunt pour près de 12 000 $.
On a ensuite le financement des investissements en cours, 73 490. Donc, ici, ça représente les dépenses à financer dans le cadre des règlements d'emprunt qui étaient en cours au 31 décembre. Et finalement, vous avez l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs, donc qui totalisait 9 199 515. Donc, ici, ça représente l'équité au niveau des immobilisations que la municipalité détient. Donc, c'est la valeur amortie moins les dettes qui s'y rattachent. Donc, ce qui fait que vous avez un excédent accumulé total de 11 145 464. Donc, est-ce que vous avez des questions au niveau des états financiers? Donc, la parole est aux citoyens. On va avoir finalement 2 périodes de questions. Donc, si vous avez des questions à poser aux auditeurs, c'est maintenant. Et pour tout le reste, ce sera tantôt. Bonjour, c'est François. Monsieur Cando. Oui, j'aurais une question par rapport, là. Vous avez dit qu'il y avait 1,5 million de charges, là. C'est le déficit, là. C'est parce que après, il y a 800 000 là, que je n'ai pas compris, là. Pouvez-vous revenir là-dessus? Hein? Oui, bien, dans le fond, au niveau des charges totales qui avaient été prévues au budget, on en avait pour 6 165 000 et le réel a été de 7 676 000. Donc, on a un écart d'1 511 000 par rapport à ce qu'on avait prévu au budget. Cet écart-là s'explique majoritairement par le fait que dans les chiffres réels, on a un montant de 844 000 qui représente l'amortissement des immobilisations et on n'avait pas de budget, donc on n'avait pas prévu ce montant-là au budget. Donc, du 1 511 000, on a 844 000 qui s'expliquent par l'amortissement. Et vous avez également des dépenses supplémentaires qui ont été financées à même des affectations de l'excédent non affecté et non affecté, là, donc qui ont trait au vidange des boues, donc qui représentaient 187 000, et également les achats de bacs bruns là, pour les matières organiques qui représentaient 131 000. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, en partie, là, mais moi, dans le fond, c'est quoi le déficit de fonctionnement si on enlève ces choses-là? Parce qu'un déficit de fonctionnement, je comprends bien. Là. Il n'y a pas de déficit de fonctionnement. Non, on a un excédent pour cette année. On a 128 281 d'excédent à la fin de l'exercice 2019. OK. Parce qu'en fait, il y a des dépenses additionnelles, mais il y a aussi des revenus additionnels, puis il y a des montants qui ont été dépensés durant l'année, mais l'argent avait déjà été accumulé dans les excédents affectés et non affectés. Donc, on a pu utiliser cet argent-là qui avait été mis de côté pour combler les dépenses additionnelles. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas, à la fin, on n'a pas de déficit, au contraire, on a un excédent positif. OK. Parfait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je reste toujours un peu plus de temps vu qu'on est en technologie avancée. Peut-être pendant que les gens pensent à leurs questions, je pourrais faire l'explication de la dette. Alors, donc, au niveau de la dette à long terme, comme Chantal Monicky vous l'a mentionné tantôt, on a une diminution de la dette à long terme. On est passé de 4 138 200 à 3 847 900. Ça, c'est votre dette brute au niveau des états financiers de Sainte-Martine. Par contre, au niveau de votre endettement total net à long terme, c'est-à-dire qu'il inclut également votre quote-part de la dette dans des organismes auxquels vous faites partie, comme la régie, la régie d'Aqueduc et la MRC, évidemment, qui a aussi une dette à long terme. Donc, si on tient compte de votre endettement, puis qu'on fait le calcul par rapport à votre richesse foncière uniformisée, vous avez un taux de 81 sous du 100 $ d'évaluation. L'année dernière, c'était 88 sous du 100 $ d'évaluation. Et vous êtes à peu près à 50 du taux d'endettement des municipalités qui sont de votre taille au Québec. Alors, pour votre classe de population, le taux d'endettement est de 1,79 $ et vous êtes à 0,88 pour l'année 2018. Là. Parce que 2019, je viens de faire le calcul, mais j'ai pas la classe de population n'est pas disponible encore.
Alors, je sais qu'on nous avait demandé d'ajouter cette information-là. Donc, votre taux est comme très bas par rapport à votre classe de population, par rapport à la MRC également et par rapport à l'ensemble du Québec, bien sûr, là, parce qu'on a tout le secteur urbanisé qui est inclus. Avez-vous des questions? Donc, je pense que je peux vous remercier, Mme Poirier, Mme Monicky. Ça fut un plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, on arrive au mot de la mairesse. Donc, bienvenue évidemment à l'Assemblée. Du mois de mai, je salue tous ceux qui sont à la maison et vous rappelle que c'est web diffusé, donc disponible sur la page Facebook de la municipalité, aussi sur notre page, notre chaîne YouTube. J'aimerais aussi rappeler que l'ordre du jour est publié sur le site Internet le jeudi précédant la séance. Nous souhaitons vous assurer que nous sommes là pour vous entendre. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez jusqu'à 10 heures le matin de l'Assemblée et sinon toujours disponible en tout temps au courant du mois. Mais si vous voulez que ça soit lu, vous pouvez toujours venir à l'Assemblée poser la question, mais si vous voulez que ça soit lu, vous devez vous inscrire et poser la question avant 10 heures. Le 25 avril dernier, on a eu une corvée nettoyage citoyenne. On en a parlé dans les dernières séances. C'était une initiative d'un citoyen, je ne sais pas s'il est dans la salle, M. Raymond Touchette, avec le comité de l'environnement. Il y a eu 42 bénévoles qui ont participé à cette activité, qui ont fait environ 3 heures de bénévolat chacun. Donc, c'est un avant-midi, environ 126 heures de travail qui a été accompli pour nettoyer la municipalité. Donc, on remercie tout le monde. Madame Lefebvre, je sais qu'elle va vous en parler davantage. Par contre, nous voulons tout de suite remercier également Michel Baudin, qui est venu prendre des photos, qui nous a permis de féliciter avec des images toutes les bénévoles. Et on réitère le fait que nous sommes toujours prêts à répondre à réaliser avec les citoyens différentes initiatives. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller avec vos idées. Vous dire aussi que le jardin communautaire à l'arrière des ateliers des travaux publics connaît une belle popularité cette année. C'est une relance. Nous avons en ce moment 8 citoyens et citoyennes qui sont prêts à cultiver. Les lots sont prêts. Depuis la semaine dernière, je pense. Il est encore possible de réserver. Il reste quelques espaces, me dit-on. Donc, nous invitons les citoyens qui seraient intéressés par les jardins communautaires à communiquer avec Geneviève Tardif, la coordonnatrice des loisirs, sports et vie communautaire. Une activité de la bibliothèque sera intéressante cet été. On s'installera dans 5 parcs au cours de l'été pour faire vivre l'expérience du club de lecture TD. En contexte de pandémie, on est créatif. Une centaine de livres seront offerts à la lecture sur place et l'emprunt sera possible les samedis avant midi. Les enfants pourront s'installer confortablement sous les chapiteaux qui seront installés ou sous un arbre s'ils le veulent pour découvrir une nouvelle histoire. Les dates de sortie sont les suivantes. Le 19 juin dans le Parc des Oliviers, le 26 juin dans le Parc Nolas-Capril, le 3 juillet dans le Parc des Merisiers, le 10 juillet au Parc James-Périgaud, le 17 juillet au Parc des Copains. Donc, vous avez compris qu'on essaie d'aller un peu partout dans la municipalité, dans les différents quartiers. C'est officiel, nous pourrons tenir un camp de jour cet été. Ça a été confirmé par la santé publique. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Par contre, on vit des enjeux cette année puisqu'il y aura des travaux dans les 2 écoles. Ce qui fait en sorte que la disponibilité des locaux va faire en sorte qu'il y aura 6 semaines de camp de jour, donc du 5 juillet au 13 août. C'est un peu plus court que l'habitude. Les différentes contraintes de pandémie de la santé publique liées à la pandémie font en sorte que les groupes ne peuvent pas être mélangés et on doit faire ces activités-là dans des classes, des groupes classes. Et voilà, donc avec la contrainte que je vous ai parlé du centre de service et donc dans les écoles, les travaux dans les écoles, ça fait en sorte
que notre coordonnatrice est très créative pour offrir un camp de jour de qualité et on va augmenter les heures de service de garde. Donc, ça sera ouvert de 6h30 jusqu'à 18h et aussi ouvrir possiblement en amont pour avant le 5 juillet et après le 13 août en service de garde, en formule service de garde plutôt qu'en camp de jour. Donc, on va essayer d'être créatif, mais toutes les informations seront diffusées dans les prochains jours, prochaines semaines et seront sur le site Internet. Je profite aussi en fait, là, je viens de sauter. Je trouvais que c'est un peu long, mais je vais le faire quand même. J'aimerais souligner la semaine de la police, qui est une occasion pour les différents corps policiers québécois de tenir des événements afin de souligner des réalités du milieu policier et des communautés qui desservent. Cette année, elle se déroule du 9 au 15 mai sous le thème Savoir prévenir, savoir intervenir, la violence conjugale et les policiers. Vous savez, en ce moment, ça nous préoccupe tous et tous, les problématiques de violence conjugale, d'autant plus que depuis le début de l'année, il y a eu 10 féminicides. Donc, la Sûreté du Québec a mis en place en 2020 plusieurs outils pour soutenir les policiers dans les interventions pour contrer la violence conjugale. Le gouvernement du Québec a aussi mis des montants supplémentaires, 71 millions pour mieux accompagner les victimes de violences conjugales et aussi pour la surveillance des contrevenants, dont 27 millions sur 5 ans seront octroyés aux corps policiers ou aux services correctionnels. Je veux vous dire aussi que l'Union des municipalités du Québec est très préoccupée par ce dossier-là. Donc, la Commission Femmes et Gouvernance que j'ai l'honneur de présider travaille sur ce dossier-là avec la Commission de la sécurité publique de l'UMQ. Donc, on va essayer d'accompagner les municipalités pour contrer cette problématique-là sociétale très importante, surtout en contexte de pandémie. Les besoins sont criants. Je profite également de la semaine de la police pour saluer le travail de prévention des agents de la SQ le 6 et le 7 mai dernier qui sont venus au boulevard Saint-Joseph, comme ça avait été annoncé, au coin de la rue Logan pour assurer la traversée sécuritaire des élèves se rendant à l'école à bicyclette. Cela leur a permis d'accompagner plus d'une trentaine d'élèves et discuter avec plusieurs citoyens. L'activité s'est déroulée avec succès et on a nécessité l'émission d'aucun contrat d'infraction. Donc, félicitations à tous. La Sûreté du Québec nous rappelle que lorsqu'un piéton s'engage ou manifeste clairement son intention de s'engager dans un passage pour piétons, le conducteur d'un véhicule routier doit immobiliser son véhicule pour lui permettre de traverser. Afin de se prémunir de cet avantage, par contre, le cycliste doit marcher à côté de son vélo lorsqu'ils utilisent le passage piétonnier. Dernier point, très important, plusieurs dans la salle, vous êtes là pour ce sujet. Donc, nous annonçons qu'il y aura une séance d'information pour le dossier de la garderie. À la séance d'avril, nous avons constaté que le changement d'usage que nous souhaitons autoriser ou qu'on pensait autoriser dans la zone de mixité 9 pour permettre l'implantation d'une garderie sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste au coin de la rue des Pins suscitait des inquiétudes chez beaucoup de citoyens. Nous avons par la suite, après la séance, reçu une pétition en faveur de la garderie. Donc, on comprend que c'est un dossier qui polarise la population. Donc, c'est pourquoi le Conseil a choisi de faire un pas de recul dans le dossier et d'offrir en offrant en fait une séance d'information à l'ensemble de la population, une occasion d'être à l'écoute de ceux et celles qui se sentent interpellés par ce dossier. C'est donc le 31 mai prochain à 19h30 que nous pourrons présenter les détails du projet. J'aimerais rappeler brièvement que ce genre de demande aurait fait auparavant l'objet d'une demande de changement de zonage, ce qui, une fois accepté, aurait permis l'implantation de garderies partout dans la zone concernée. Le processus de changement de zonage est beaucoup plus complexe que le processus d'approbation d'une demande d'usage conditionnel tel que le Conseil l'a fait. Le processus de changement de zonage requiert un processus d'approbation par les personnes habiles à voter dans la zone concernée et toutes les zones contiguës. C'est un jargon important. C'est pour dire que c'est très régi par la loi. Les changements de zonage. Et on doit en fait, un changement de zonage
peut être rejeté si un ratio minimum de signatures est obtenu. Dans le cas présent, donc dans l'approbation d'une demande d'usage conditionnel, nous avons tenté une nouvelle approche, non pas pour contourner le processus référendum, mais bien parce que nous ne voulions pas permettre l'implantation de garderies dans toute la zone. En effet, la modification au règlement sur les usages conditionnels permettrait de n'autoriser que le projet actuel. Si on souhaite implanter, par exemple, une autre garderie dans cette zone, le promoteur devrait suivre exactement les mêmes étapes. Cette procédure encadrée par la loi n'oblige pas le conseil municipal à tenir des séances d'information ou autres processus de vote, mais comme je l'ai mentionné, étant donné le contexte, nous allons faire cette séance d'information-là et ce sera au conseil de décider après vous avoir tous et tous entendus. Donc, ça sera le début de la période de questions. Évidemment, si vous voulez nous parler de la garderie ce soir, on est là pour vous écouter, mais on va vous inviter aussi à venir le 31 mai. Madame Hamelin, vous allez encadrer la période de questions. Oui, bien sûr. Bonsoir. Afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever. Pardon. Restez assis, vous n'êtes pas obligé de se lever. Voilà, à le mentionner et de donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Alors, ce sont les règles à respecter. Excellent. Nous n'avons pas reçu de questions habituellement en contexte Zoom. On lit d'abord les questions reçues par le public. Nous n'en avons pas reçu. Donc, je vous invite à lever la main. Madame Lafont, on va les prendre au fur et à mesure, les questions, contrairement au règlement, on va faire la version Zoom. Donc, vous allez m'aider, Madame Casa ou Madame Hamelin, à avoir les mains levées. Bien sûr. Parfait, merci. Madame Lafont, c'est à vous. Votre son. Ah, OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. OK, parfait. Bonsoir tout le monde. Je voudrais juste savoir si les dos d'âne vont être installés sur de la butte et de la berge. Est-ce que l'année passée, il y avait des dos d'âne sur de la butte et de la berge? Oui, oui. Donc, oui. la réponse est oui. La réponse est oui. Madame Hamelin, est-ce que vous avez une idée de l'échéancier que je n'ai pas moi, mais c'est bientôt, là. Il faut attendre la période de dégel et c'est au début mai habituellement. Il me semble qu'on fait ça. C'est que les bollards aussi sont pas installés. Pardon? C'est plutôt fin mai, début juin. Ah, OK, parce que je sais que les bollards aussi ne sont pas installés sur le chemin principal. Pour la même raison, mais ça s'en vient. Oui. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Une autre question? Juste vous nommer. Je ne vois pas de main levée, donc je pense que vous pouvez ouvrir vos micros et vous nommer. Monsieur Cando? Monsieur Cando. Oui, c'est une question par rapport à l'engagement des nouveaux pompiers. J'avais compris qu'il fallait que les nouveaux pompiers ils soient tous de Sainte-Martine. Je me demande, dans les nouveaux que vous avez engagés, combien il y en a qui sont de l'extérieur? Oui, ils sont tous de Sainte-Martine. En fait, il fallait tous qu'ils soient à 12 km de la caserne. Donc, c'est le cas. Donc, Mme Hamelin, je vais vous laisser répondre puisque c'est très administratif.
Oui, bien sûr. Alors oui, c'est le futur pompier ou le pompier demeurait à moins de 12 km de la caserne, même s'il n'était pas de Sainte-Martine, pouvait être engagé. Et dans le schéma de couverture de risque, là, ben, dans le nouveau schéma, dans la proposition de schéma de couverture de risque de la MRC, on nous dit là, à Sainte-Martine, là, de jour, c'est le minimum, ça serait 8 pompiers qui seraient disponibles. On va être capable de rencontrer ça, étant donné que ces personnes-là, en tout cas, moi, des noms que je connais, ils sont pompiers dans d'autres municipalités, donc ça va être quoi leur priorisation pour eux autres, là? Monsieur. Ben oui, Mme Hamelin? Sinon, non, ça va. Sinon, j'allais passer la parole à M. Dubuc. Mme Hamelin, je passe la parole à M. Dubuc, ça va? D'accord. Oui, je m'excuse, OK. Oui, François, je vais dans le schéma de couverture de risque, tu es supposé d'avoir 8 personnes en 15 minutes. Et puis, dans les protocoles qu'on a eus dans les derniers incendies, derniers appels, on a toujours été schéma à 100%. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tout va être conforme. Puis ceux qui sont déjà là, c'est déjà des ententes avec les autres directeurs d'incendie que s'ils sont déjà sur un autre incendie, on va prendre des mesures en conséquence. On va être inquiété. Donc, la réponse, c'est qu'on va répondre au schéma de couverture de risque. On répond 100% au schéma de couverture de risque dans nos derniers 8 mois qu'on a eus. Et puis, avant ça, il n'y avait pas de problème, mais tout le monde était là. C'est vrai que la municipalité va être poursuivie pour l'incendie qu'il y a eu dans le chemin de la Beauce. Je sais que vous n'avez pas rencontré le minimum. Je m'excuse, mais le minimum a été rencontré en dedans de 10 minutes, François. Tout à fait. C'est le rapport que j'ai reçu. Le rapport, je peux te le montrer. Tu peux venir à mon bureau. J'ai aucune misère avec ça. Je vais te le montrer. Puis j'ai 12 gars en 10 minutes. Puis on est supposé d'être 8 en 15. Fait que j'ai pas de misère. Ça a été contre-vérifié à l'externe. Oui, en plus. La dernière question, c'est encore par rapport aux pompiers. C'est vrai que pour la guignolée, les pompiers ont été payés? On n'a pas fait de guignolée. Fait que on peut pas avoir été payé. OK. Je ne sais pas si tu sais des informations, mais renseigne-toi mieux que ça, là. Il n'y en a même pas eu de guignolée cette année. C'est bon, c'est répondu. Donc, c'était votre dernière question, M. Cando? De vos réponses, je ne suis pas sûr qu'ils sont franches, mais merci. Ah, elles sont toujours franches. Ça, notre réputation nous précède. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question, mais si. Non? OK. Nous allons... il y a une deuxième période de questions. Alors, préparez-les peut-être pour la deuxième période. Donc, nous allons passer à 3.1, adjudication de l'appel d'offres public numéro 2021-005, fourniture, installation et raccordement d'une génératrice pour l'hôtel de ville et la caserne de Sainte-Martine. Alors, attendu que la municipalité de Sainte-Martine a procédé par appel d'offres public pour la fourniture, l'installation et le raccordement d'une génératrice pour l'hôtel de ville et la caserne, attendu que la municipalité a reçu les offres suivantes. Excusez, les montants donnés sont avant taxe. Donc, PG électrique incorporé, le prix de la génératrice était 57 688. Le prix de l'installation était de 30 000 $, donc un total de 87 688. Et dans l'appel d'offres, on avait demandé un prix optionnel pour les travaux civils, soit passer les câbles et un bloc pour installer la génératrice. Donc, pour PG électrique, le montant des travaux était de 3 500. L'autre soumission qu'on a reçue, c'est le groupe Proville. La génératrice était de 51 500. L'installation était de 38 425.
pour un total de 89 925. Et les travaux civils optionnels, le montant était de 19 475. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer à la compagnie PG Électrique, plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture, l'installation et le raccordement d'une génératrice pour l'hôtel de ville et caserne pour un montant de 87 688 plus les taxes applicables avec les travaux de civil optionnels au montant de 3 500 plus les taxes applicables. Y a-t-il un proposeur? Je vous demande de vous nommer, M. Garceau. Lefort. Garceau propose, Mme Lefort appuie. Est-ce que ça vous convient, tous et toutes? Parfait. Adjudication du contrat appel d'offres sur invitation numéro 2021-013 pour la coupe de gazon. Donc, c'est pour le parc des Merisiers, piste de vélo-cross, pointe chemin de la Haute-Rivière, pointe chemin du Grand Marais, pointe Renroy et chemin de la Beauce et à l'usine d'épuration. Il y a eu 3 soumissionnaires et je vais vous laisser, Madame la directrice. Alors, le premier soumissionnaire est la compagnie 9114-6613 Québec Incorporé. Pour l'année 2021, le montant était de 4 700. Pour 2022, il était de 4 700 et pour l'année 2023, du même montant. On avait un appel d'offres pour 1 an avec 2 années optionnelles. Pour la compagnie DRR Pelouse et Jardins, le montant pour 2021 était de 7 500, 2022, 7 600 et 2023, 7 700. La compagnie JSR pour 2021, 8 900 et pour 2022-2023, c'est le même montant. Il est préposé, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents, d'octroyer à 9114-6613 Québec Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres sur invitation numéro 2021-013, un contrat pour la tonne de gazon aux emplacements qu'on vous a décrits pour les années 2021, 2022 et 2023 à raison de 4 700 par année plus les taxes applicables pour un montant total de 14 600 plus les taxes applicables. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? Non. Madame Cardinal, est-ce que ça vous convient à tous et toutes? Parfait. Adjudication du contrat appel d'offres sur invitation numéro 2021-014 pour le fauchage cette fois. Donc, une première coupe le ou avant le 15 juillet de chaque année, une deuxième coupe le ou avant le 15 août de chaque année. Le fauchage doit être fait jusqu'au milieu du fossé, environ 40 km au total. Il y a eu 2 soumissionnaires. Madame Hamelin? Alors, la première est la compagnie 9114-6613 Québec Incorporé pour un montant de 5 282,64 pour les années 2021, 2022 et 2023. Et la compagnie André Paris Incorporé pour un montant de 6 963,48 en 2021, 7 283,64 en 2022 et 7 603,80 en 2023. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu à l'unanimité des membres présents, d'octroyer à la compagnie 9114-6613 Québec Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres sur invitation numéro 2021-014, un contrat pour le fauchage aux conditions ci-dessus indiqué pour les années 2021, 2022 et 2023 à raison de 5 282,64 pour un total de 15 847,92. Ces montants-là avant taxe. Y a-t-il un proposeur?
Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge, est-ce que ça vous convient à tous et à toutes? Parfait, c'est adopté. Ensuite, l'entente relative au transport en commun hors territoire, avec la RTM. Donc, notre contrat venait à échéance le 31 décembre 2020. On en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler. On a eu la confirmation que pour la prochaine année, l'indexation était de 2 % et on nous propose de signer pour 2 ans. Madame la directrice. Bien sûr. En conséquence, les préposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine informe la RTM de son intention de renouveler l'entente selon les paramètres établis par la lettre d'intention de l'RTM et selon la contribution financière énumérée précédemment, d'autoriser Mme Hélène Hamelin, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer l'entente et tout autre document. Y a-t-il un proposeur? Madame. Monsieur Laberge, appuyé de Monsieur Garceau, c'est bien ça? Oui, oui. Parfait. Ça convient à tout le monde? Donc, c'est adopté. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relative à un emprunt par billet au montant de 849 600 $ qui a été réalisé le 20 avril 2021. Alors, une résolution de concordance, elle a 2 effets. Premièrement, quand on emprunte un règlement d'emprunt sur 20 ans, on le refinance à tous les 5 ans. Donc, ça prend cette résolution de concordance-là pour avoir une plus courte échéance que l'échéance originale. Et en plus, le dernier financement avait été le 12 avril 2016. Et là, on fait le refinancement le 20 avril 2021. Donc, les 8 jours, c'est aussi... on nécessite aussi une résolution pour accepter le 8 jours de délai où la municipalité a acquitté l'échéance et a reçu l'argent par après. Alors, excusez, ça me trompe de page. Alors, les règlements d'emprunt qui ont été refinancés, le règlement d'emprunt 2135 pour un montant de 209 200, 2015 266 167 139, 2019 354 166 451 et le 2020 365 306 810. Donc, y a-t-il un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal. Et y a-t-il un appuyeur? Monsieur Laberge. C'est serré, je dirais Monsieur Laberge. Ça vous va? Donc, c'est adopté. Autorisation de signature d'une demande d'autorisation et de certification d'autorisation pour l'installation de prises d'eau sèche. Ça, c'est dans le dossier justement du schéma de couverture de risque pour améliorer notre situation en campagne. Nous avons un plan d'action d'ajouter des bornes fontaines sèches et d'en rajouter à chaque année. Je pense qu'il y en a 3 au total. Oui, je connais mes dossiers. C'est bien. Celle-ci, cette année, ça serait au bout de la rue Parent. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents de compléter une demande d'autorisation et de certificat d'autorisation pour l'installation d'une prise d'eau sèche au bout de la rue Parent au ministère concerné, d'autoriser M. Sylvain Dubuc, directeur du service de sécurité incendie, à signer le formulaire de demande d'autorisation et tout autre document. Y a-t-il un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Lefort. Madame Lefort, ça convient aux membres du conseil?
Donc, c'est adopté. Maintenant, contribution financière aux organismes pour l'Association régionale de hockey mineur de Sainte-Martine pour un montant de 4 062,50 sous. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière à l'organisme tel que décrit précédemment. Y a-t-il un proposeur? Lefort. Y a-t-il un appuyeur? Laberge. Monsieur Laberge, est-ce que ça vous convient? C'est adopté. Adoption du règlement numéro 2021-385, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de créer la zone H35. C'est sur la rue du Lude pour permettre des multi-logements, des 6 logements pour être plus précise, comme ce qui existe déjà sur cette rue-là. Maude, je m'excuse, je pense que tu as oublié un avis de motion. Moi, Ah, j'ai complètement, merci. J'ai complètement oublié. Il est en haut. Donc, je donne l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2021-386 régissant l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement 2012-214 et 2017-306 et le dépôt du projet. Donc, maintenant, l'adoption du règlement numéro 2021-385, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de créer la zone H35. Attendu que la demande de modification au règlement de zonage numéro 2019-342 déposée par Mme Isabelle Cécile visant à autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements sur le lot 606-237, attendu la résolution numéro 2021-01021 par laquelle le Conseil accepte la demande de modification du règlement de zonage, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021, attendu qu'un nouveau projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021, attendu qu'une consultation écrite de 15 jours a été tenue conformément aux arrêtés ministériels et à la résolution 2020-05-062, attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021, attendu qu'un avis public annonçant la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire a été donné. En conséquence, les préposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2021-385, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de créer la zone H35. Y a-t-il un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal, a-t-il un appuyeur? Stop. Monsieur Garceau, est-ce que ça vous convient à tous et à toutes, membres du Conseil? C'est adopté. Adoption du règlement numéro 2021-391 constituant le service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine, tel qu'on l'a déjà dit à la dernière assemblée. Lorsqu'on a fait l'avis de motion. Le règlement existe depuis 2017, mais il y avait des conditions de travail à l'intérieur de ce règlement-là. Donc, avec le nouveau règlement, les deux éléments vont être scindés en deux. Donc, le règlement actuel du service incendie de la municipalité pourrait être adopté. En fait, je vais finir la résolution, Mme Hamelin. Donc, la proposition est d'adopter le règlement 2021-391 constituant le service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine. Est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Mme Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Lefort. Monsieur Garceau. Ça vous convient à tous et à toutes? Parfait, c'est adopté.
Adoption du règlement numéro 2021-392, règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-341 afin de modifier l'affectation industrielle. Donc, c'est concernant, c'est une demande qui est déposée par les développements de la Berge concernant le bâtiment d'entreposage du 1 rue Bernard-Laberge. Avec cette adoption, ça va lui permettre d'ajouter de l'espace d'entreposage sur son terrain. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter le règlement numéro 2021-392, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-341 afin de modifier l'affectation industrielle? Lefort. Madame Lefort propose, appuyé par Madame Cardinal. Oui. Oui. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-392, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin d'agrandir la zone industrielle. Alors, c'est le même projet que tout à l'heure. Tantôt, c'était le règlement d'urbanisme. Maintenant, c'est l'agrandissement de la zone pour permettre ce troisième bâtiment-là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Et est-ce que ça convient aux membres du conseil? Oui. Tous les Oui. membres du conseil, oui. Oui. Donc, c'est adopté. Demande de dérogation mineure, numéro 2021-004 au 80 chemin de la Beauce, installation d'une piscine creusée à 1,5 m de la ligne du lot arrière. Alors, attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Olivier Landry, attendu que la demande a pour but de permettre la construction d'une piscine creusée en cour arrière adjacente à la rue à 1,5 m de la ligne de l'eau arrière, attendu que le règlement de zonage 2019-342 à l'article 6.52 prévoit qu'une piscine localisée en cour arrière adjacente à la rue doit être située à 3,5 m de la ligne de l'eau. Attendu la forme irrégulière du lot limite beaucoup la possibilité d'y implanter une piscine. Attendu que la mise en place d'une piscine conforme à la réglementation obligerait le propriétaire à démolir sa terrasse et à rapprocher beaucoup la piscine de la maison. Attendu que seule une partie de la piscine ne respecte pas la distance minimale exigée par le règlement. Attendu que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et transmis au conseil ses recommandations. Alors, avant d'approuver, s'il y a des personnes intéressées à se faire entendre relativement à cette demande, sont invitées à le faire. Donc, vous pouvez prendre la parole maintenant. Je laisse plus de temps dans le contexte Zoom, mais sinon, je vais demander s'il y a un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce que ça convient à tous les membres du conseil? Ça vous va? Parfait. Donc, c'est adopté. Désignation d'une personne responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. Notre greffière qui faisait le remplacement d'un congé de maternité de Mme Joanie Ouellette. Donc, vous avez remarqué que Mme Josée Bourdeau n'est pas avec nous ce soir. C'est parce qu'elle a la chance en fait, elle nous a quittés, c'est pas une chance, mais elle a trouvé un autre emploi à la ville de Salaberry de Valleyfield, avant le retour de Mme Ouellette. Donc, dans l'intervalle, pour répondre aux demandes d'accès à l'information, nous devons nommer notre directrice générale, Mme Ablin.
Donc, c'est le contexte de la résolution. Que la municipalité de Sainte-Martine nomme Mme Hélène Hamelin, directrice générale, comme responsable de l'accès à l'information, en remplacement de Mme Joanie Ouellet, directrice greffe, affaires juridiques et contractuelles, que le formulaire prévu à cette fin soit transmis à la Commission d'accès à l'information du Québec. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Mme Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. Monsieur Laberge. Est-ce que ça vous convient? Donc, c'est adopté. Ensuite, l'embauche des pompiers au service de sécurité incendie de Sainte-Martine. Le mois dernier, nous avons adopté une résolution pour les pompiers qui étaient déjà formés et opérationnels dès maintenant. Maintenant, ce soir, nous allons adopter 9 candidats, 9 personnes pour devenir recrues au service d'incendie pour compléter l'équipe. Alors, que la municipalité de Sainte-Martine procède à l'embauche des personnes suivantes à titre de pompiers recrues pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine, à savoir Mme Annick Saint-Pierre, M. Emmanuel Bourdeau, M. Robert Plouffe, M. François Benson, M. Kevin Payne, M. Dominique Gamelin, M. Frédéric Poulain, M. Samuel Morin et Mme Luce Daigneault, que cette embauche est conditionnelle à la réception de tous les documents. Est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Oui. Donc, c'est adopté. Nous allons maintenant faire le dépôt du rapport des déboursés pour avril 2021. Alors, le dépôt du rapport des déboursés d'avril 2021, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dérèglement pour le mois d'avril 2021 au montant de 323 339,95 pour les déboursés et au montant de 85 543,40 pour les salaires, pour un montant total de 408 883,35. Parfait. Maintenant, le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt numéro 2021-388. Je vais vous laisser le lire, Madame la directrice, mais je vais tout de suite expliquer qu'il y en a deux. Donc, ça, c'est le premier dépôt, c'est pour le règlement d'emprunt pour les travaux que nous allons faire sur l'aqueduc, le réseau de distribution d'eau potable. Et le deuxième, le dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt numéro 2021-385. C'est pour l'acquisition d'un tracteur et une rétrocaveuse au montant, le premier, c'était 6 millions et le deuxième, c'est 500 000. 500 000. Je pensais que je m'en souviens. Donc, voilà, les deux dépôts nous disent qu'il n'y a eu personne qui ont rempli le registre. Donc, le règlement pourra être adopté. Madame Hamelin. Alors, j'ai lu le texte. Oui. Conformément aux dispositions de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au présent conseil le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2021-388, décrétant des dépenses pour la mise à niveau du poste de distribution d'eau potable, et pour le règlement 2021-389,
décrétant les dépenses pour l'acquisition d'un tracteur et d'une rétroexcavatrice. Alors, nous arrivons à la minute des conseillers. Qui a envie de commencer? Peut-être aujourd'hui, on a eu une discussion tantôt, c'est vous avez vu que les tracteurs sont dans les champs, c'est de faire attention quand vous vous promenez, peut-être courtois. Ils ont commencé là, cette semaine, fait qu'on va en voir de plus en plus. Fait que soyez prudents, soyez courtois avec nos agriculteurs. Merci, M. Garceau. Je vais rajouter un point là-dessus, de faire attention quand on met les clignotants à gauche. Il y a beaucoup de monde qui essaie de nous dépasser pareil. On rentre dans le champ souvent par la gauche. Il faut faire très attention. Un de mes amis ce matin a arrosé de se faire frapper à côté du lac. Merci. Merci, M. Laberge. Je vais y aller avec trois petites choses. Première, j'invite tout le monde. Il y a une liste pour s'inscrire pour pouvoir gagner une compostière à la municipalité. C'est jusqu'au 30 juin. Moi, même si on a un bac brun à la maison, on peut faire du compost sur les choses qui ne vont pas dans le bac brun et j'encourage tout le monde à faire le saut. J'ai hésité plein d'années, puis il y a 4 ans, ma plus jeune m'a convaincue, puis depuis, je suis une fervente de la compostière maison. Si vous avez des questions visibles de ma rue, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là, mais je vous invite à donner votre nom pour faire au moins cet essai-là, puis gagner à prix modique là, une compostière tirée par la municipalité. Sinon, je veux souligner le bon travail de l'administration qui nous a présenté. Ça ne passera pas au conseil municipal, mais je trouve que ça vaut la peine de le souligner, qui nous a présenté une directive qui va être claire et que les citoyens vont pouvoir utiliser pour avoir des mesures d'atténuation dans leur rue, des dos d'âne en l'occurrence, qui sont souvent demandées à différents endroits depuis quand même parfois des bons bouts de temps. Fait que je suis contente, on va pouvoir passer à l'action, les gens vont pouvoir avoir exactement c'est quoi les critères, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire pour obtenir un dos d'âne dans leur rue. Donc, je remercie l'administration pour ça. Les consignes vont être dévoilé là, par la municipalité très prochainement. Alors, moi, j'en suis très fière. Puis, ceux qu'on a déjà vont pouvoir être permanents, vont pouvoir devenir permanents dans la plupart des cas, sinon la totalité des cas. Puis, ceux qu'on avait installés en projet pilote il y a déjà quelques années vont pouvoir faire des heureux parmi ceux qui se seront prêtés au jeu des directives pour qu'ils puissent accueillir chez eux un dos d'âne. Je termine en disant que mai, c'est le mois de l'arbre. Un dos d'âne, ça fait un certain travail, mais la plantation d'arbres, c'est aussi une mesure quand ces arbres-là deviennent grands qui permet de resserrer la rue. En plus d'être beau, d'être des refuges pour des oiseaux, puis d'embellir la propriété, planter un arbre, ça permet aussi de resserrer la rue. Puis les automobilistes, un coup que ces arbres-là sont matures, roulent moins vite. Et c'est une façon très naturelle, autrement qu'avec un dos d'âne ou autre, de s'assurer qu'on roule moins vite dans nos rues. Alors, voilà, plantons des arbres. Merci, Mme Cardinal. Mme Lefort? Oui, mais quelques points, je ne voudrais pas trop me répéter parce que Mme la mairesse, vous en avez dit beaucoup en introduction. Pour la corvée de nettoyage, c'est 42 citoyens. On avait approché la Maison des Jeunes. On comprend que dans le contexte pandémique actuel, c'est très difficile, mais il y a quand même eu 5 personnes qui ont fait du bénévolat ce dimanche-là là, en lien avec la Maison des Jeunes. C'est 126 heures de nettoyage en tout, en fait, si on calcule ces 42 citoyens-là. Je voudrais remercier vraiment tous
tous les citoyens qui ont participé et aussi pour la coordination de l'événement. C'est pas très compliqué, mais quand même, ça demande, surtout en contexte pandémique, là, un minimum d'organisation. Donc, Mme Boulanger et Mme Tardif, là, qui sont toujours prêtes à aider au rendez-vous. On a nommé la SQ. Oui, ils étaient là pour accompagner les gangs de BMX qui ont commencé à aller en vélo à l'école pour traverser la 138 en toute sécurité. On souhaiterait qu'ils soient peut-être plus présents et sporadiquement, de façon surprise, parce que l'effet de la sensibilisation, elle est là, mais les mesures là, et la vitesse, les mauvaises habitudes reviennent rapidement. Un mot pour faire suite à la consultation citoyenne qu'il y a eu en lien avec le parc des Merisiers ici, dans mon district numéro 6. Madame Tardif, notre coordonnatrice au loisir, est venue nous parler, dans le fond, des éléments, là, des infos qu'elle avait retenues. Puis, il y en avait beaucoup. Donc, elle travaille là, à nous monter une proposition. On rappelle qu'on avait un budget là, pour cette année pour ce parc-là. Je souhaite aussi souligner le travail des Colbeux pour ce parc-là parce que tout le tour de la surface de jeu, du sable a été changé, puis ça fait vraiment... on était dû, là, le bois commençait à pourrir et tout ça. Fait qu'on voit que les parcs sont bien pris en main par nos Colbeux. Fait que c'est bien le fun. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la deuxième période de questions. Madame Cardinal. Oui, allez-y. Je vais me permettre une petite publicité. On me dit, c'est Mme Casa qui m'a communiqué que le IGA distribuait des armes ce jeudi de 16h à 20h. Fait que c'est encore une plus grande raison de faire de la plantation. Je vais juste ajouter une petite précision, Mme Cardinal. C'est la Maison des jeunes qui va s'occuper de la distribution et ça va se faire au stationnement du IGA. C'est les arbres qu'on reçoit là, à chaque année du Club 4H. C'est les arbres gratuits qu'on reçoit. Super, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle virtuelle qui auraient des questions à poser? Monsieur Laberge. Mettre le micro. Oui. Oui. Bonsoir à tous. Étant donné que je ne suis pas tellement familier, là, vous avez parlé du 31 mai. Ça consiste en quoi, la réunion du 31 mai? Juste m'éclairer parce que je ne suis pas familier avec ça. En fait, on va faire une séance d'information. Donc, nous allons présenter le projet. L'urbaniste, M. Paquette, va présenter le projet. La propriétaire, donc la porteuse de dossier, pourra aussi répondre aux questions des citoyens. Et évidemment, on va écouter tous les commentaires. Tout le conseil sera présent pour écouter les commentaires de tous les citoyens. On espère que ça réponde aux questions, mais aussi on espère être capable de trouver une façon que ce genre de dossier, je pense qu'on va se le dire, certains, peu importe la décision du conseil, certains seront contents et certains ne seront pas contents. Donc, le travail du conseil sera difficile et on espère faire de notre mieux là, pour trouver des issues possibles là, pour augmenter le niveau de satisfaction et de bonheur de tous et chacun. OK. Ben, je trouve ça un petit peu peut-être particulier, étant donné que toutes les personnes concernant... Là, on parle bien de garderie. Là, oui, on parle du projet de garderie pour lequel vous êtes venu à la dernière séance. C'est exactement de ça qu'on parle. Toutes les personnes concernées par ça ne sont même pas capables de se loguer ce soir ou ils ne seront pas plus capables le 31 mai pour émettre leur opinion. Que s'ils ne sont pas là pour émettre leur opinion, en partant, ils partent avec 2 prises contre eux. Là, c'est ça? Mais en fait, le dossier évolue. Tout ce qui a été dit, à moins qu'il y ait des citoyens qui viennent nous dire ce que j'ai dit, finalement, j'ai changé d'idée, ça pourrait être possible, mais autrement, vous vous êtes déjà prononcé. Là. On n'efface pas, on ne fait pas
pour dire en chinois, on ne fait pas un reset là, à partir du 31. Mais je pense que c'est nécessaire parce que le projet n'a pas été présenté à la population. J'ai fait un mea culpa au nom du conseil la dernière fois. Ce n'était pas une obligation, mais je pense que ça nous aurait permis tous et toutes d'avoir au moins de quoi on parle exactement. Donc, on est plus dans ce contexte-là. Mais ça reste quand même un débat là, pour le 31, que s'il n'y a pas d'opinion qui a été mise contre ceux qui ne sont pas en faveur de ça, ça l'aide pas la cause, mais c'est toutes des personnes âgées qui sont contre, si on peut lire sur les réseaux sociaux, il n'y a pas personne qui est contre les enfants, on est juste contre une garderie dans un milieu paisible. C'est quand même clair. Dans ce quartier-là, oui, ça a dans été ce dit. quartier-là, puis je ne pense pas que ces personnes-là vont être aptes ou capables de se connecter pour émettre leur opinion. C'est un petit peu plate parce qu'ils ne pourront pas vraiment s'exprimer là-dessus. Moi je vais être là, je vais m'exprimer pour moi, puis avec leur idée à eux autres, mais ça reste, c'est ça. En contexte pandémique, le timing n'est pas excellent pour eux autres. Peut-être qu'en personne, ils auraient pu plus s'exprimer. On va réfléchir à ça, mais comme je vous dis, moi, je pense que le conseil a bien entendu ce qui a déjà été dit, là. OK. Excellent. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre moyen de par écrit, de recevoir? Je ne sais pas, il faudrait que je vois l'équipe, là. Je ne veux pas embarquer l'équipe dans quelque chose qu'on ne sera pas capable de livrer, mais le commentaire est pertinent, là. On sera là le 31 pour en discuter avec vous. Puis ce que je comprends, que je peux peut-être exprimer autrement, c'est que, tu sais, par exemple, ce secteur-là, de façon écrite, conventionnelle, c'est exprimé dans un document de type pétition, puis on le considère. Donc, ces voix-là sont déjà exprimées, puis ne s'effacent pas avec la consultation web qu'on va tenir. Ça, c'est sûr. OK. C'est rassurant. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? J'aurais une question. Oui, Monsieur Ouellet, si je reconnais la voix. Oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Ma question est pour M. Dubuc. Est-ce que c'est possible pour le bien des citoyens qui ne sont pas familiers avec ça d'expliquer c'est quoi une borne sèche ou aussi appelée une prise d'eau sèche dans le jargon? Oui, il n'y a pas de problème. Une borne sèche, c'est un genre de tuyau qui est branché directement à 24 pouces en dessous du niveau de l'eau pour que nous, on puisse être capable de pomper. Mettons qu'on a un feu de grange, puis on appelle 5 ou 6 municipalités environnantes avec les réservoirs, que ça n'affectera pas notre réseau d'aqueduc, que ça n'affectera pas les bassins, le niveau et ainsi que de brouillage de l'eau. C'est aussi une procédure dans le schéma de couverture de risque qui fait qu'on a un certain débit minimal à rencontrer. Puis avec l'installation de cette borne-là, on va rencontrer un item de plus dans notre schéma de couverture de risque. C'est pour ça que je veux en installer une par année pendant les 3 prochaines années là, pour être capable d'avoir encore plus d'eau. Puis, ça va aussi alléger beaucoup le réseau d'aqueduc de la municipalité en temps d'économie d'eau et tout. Là, quand on va prendre de l'eau directement à la rivière au lieu de la prendre directement dans le réseau d'aqueduc. Parfait, merci. Pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Oui, je ne sais pas c'est qui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et moi, c'est Mme Kenny. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça résonne parce que possiblement, vous êtes 2 ordinateurs, un à côté de l'autre. Il faudrait peut-être en fermer un. Vous m'entendez? Oui.
Bonsoir. Bonsoir. Oui, je pense que le retour de son est réglé. Vous pouvez y aller, Madame Mireille. Je ne m'entends pas. Madame Mireille? Nous, on vous entend bien. Est-ce que vous nous entendez? Oui, là, présentement, je vous entends très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis Madame Ken, Yves Mireille. Je suis celle qui a le projet de garderie en place sur le 715 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je voudrais répondre particulièrement à M. Laberge qui a émis le point comme quoi il y avait des personnes âgées qui n'étaient pas du tout d'accord pour le projet. Lors de la dernière séance, j'ai vu les vidéos. Ce que j'ai fait, je suis allée dans le secteur du 715. J'ai contacté les voisins, en particulièrement M. Maurice. Je suis allée voir M. Maurice 2 fois pour ce projet-là. Je lui ai rassuré qu'il ne devrait pas avoir autant de bruit comme il le pense. Et mon voisin de gauche, en fait, ce que j'ai échangé avec M. Maurice, c'était qu'il s'inquiétait du parking sur la rue des Pins. Et le plan d'architecte que nous avons mis en place, il était question qu'il y ait 6 parkings. Mais quand j'ai suivi la vidéo de votre réunion, avant d'aller voir même M. Maurice, on a refait le plan d'architecte que j'ai envoyé à la ville pour l'augmentation de 6 autres parkings, qui devraient être 12 parkings à la place de 6. Et j'ai aussi vu, j'ai parlé de ça avec M. Maurice, et il m'a dit que si c'est ce que vous comptez faire, c'est sûr que ça me rassure. Du moment où les gens ne pourront pas garer sur la rue de Pins, ça va, je n'ai pas de problème avec ça. Et la voisine qui est juste derrière moi du 715, je suis allée chez cette dame 2 fois, elle n'était pas à la maison. C'était tout de même aussi pour rassurer la dame, parce que ce n'est pas une garderie de 80 enfants, c'est une garderie de 32 enfants, 10 poupons et 22 de 18 à 5 ans. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il y aura une alternance avec les enfants tous les 20 minutes, dépendamment du climat. Il n'y aura pas vraiment du bruit. Ce n'est pas comme si on va sortir tout d'un coup avec tous ces enfants-là. Ça va être graduellement. Et mon voisin de gauche, non, de droite, je l'ai contacté, j'ai juste oublié le nom du couple, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun problème avec la garderie. Et M. Maurice m'a dit, regarde, tu me dis, ça fait 2 fois que tu es venu pour voir la voisine qui est juste en arrière de toi. Elle n'est pas là les dimanches, je suis qu'elle sort. Et il m'a aussi dit qu'elle avait un problème d'audition. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine que je revienne parler à la madame? Et j'ai vu aussi le voisin d'en face, du côté du 715 en face, M. Jean-Marie, qui m'a rassuré aussi qu'il n'avait aucun problème avec la garderie au 715, qu'il craignait que les enfants vont sur la cour en avant. Je lui ai rassuré que non, il y avait une cour attenante en arrière de la garderie. Et j'ai souhaité un point. M. Maurice aussi m'a dit qu'il y avait un parc au fond du quartier. Donc, pour conclure, je pense, selon moi, l'échange que j'ai eu avec les voisins, l'appréhension qu'ils avaient face à la garderie, je pense que ça a changé. Je n'ai pas eu la chance de parler avec M. Laberge parce que je ne sais pas où il est situé. C'est sûr que si je savais où il habite, je serais allée comme rencontrer M. Laberge pour lui donner le déroulement d'une garderie. Parce que la garderie, en fait, c'est quoi? C'est pas comme en journée. Les enfants arrivent à 7 h, parfois 6h30 du matin. Et à 9 h, ils ont le petit déjeuner. À 9h30, ils commencent des bricolages. Et ce qui arrive parfois à 10 h, 11 h, ils vont aller dehors à la cour attenante, faire des activités. Et parfois, autour de 11h30, ils retournent faire encore d'autres activités à l'intérieur. Et à 11h30, ils vont commencer le dîner, ils vont siester, ils vont se réveiller à 2h30, 3h30.
Et parfois, même à 2h30, il y a des parents qui viennent déjà chercher les enfants. C'est le retour graduel des enfants à la maison. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à M. Maurice et à M. Jean-Marie et mon voisin de gauche. Et M. Jean-Marie, M. Maurice m'a dit, s'il y a vraiment des parkings, comme tu dis, si vous faites ce que vous dites, ça ne me dérange pas du tout. Et moi, j'ajoute ceci en disant qu'il y aura un règlement interne que nous allons proposer aux parents que vous ne garez pas sur la rue des Pins. Et ils vont signer ce formulaire-là. Parce que si on augmente les parkings à 12, je ne comprends pas pourquoi les parents vont se stationner sur la rue des Pins. Maintenant, la question que j'aimerais poser à M. Labèche, c'est, je ne comprends pas, j'aimerais s'il a des questions pour moi au sujet de la garderie, qu'il me les pose à la séance tenante. Merci. Merci, Mme Mireille. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Je laisse plus de temps encore une fois. Oui, Monsieur Jodoin. Oui, bonjour, Mme Laberge. Petite question concernant que le conseil de ville soit d'accord ou pas d'accord. Si je me mets sur le côté du conseil, vous êtes d'accord avec la garderie. Est-ce que c'est pas au nom... C'est une garderie privée, premièrement? Est-ce que c'est ça? C'est une garderie privée? C'est une installation privée, oui. Oui, garderie privée. Mais c'est quand même la petite enfance qui a droit de regard pour voir si les installations sont adéquates à une garderie. Si on va bien sur la petite enfance, une cour arrière pour les enfants doit être sécuritaire et avoir 5 mètres carrés par enfant. Madame Mireille me dit qu'on va avoir au moins 31 enfants. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est ce qui a été dit. Bon, est-ce que dans notre cas à nous, ça va être vraiment la petite enfance qui va décider, oui, la maison est adéquate ou les plans ne sont pas adéquats. C'est vraiment géré par les autres, je crois. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Bon, est-ce que madame... C'est le ministère de la Famille qui donne les permis. Puis qui ont le droit de regard d'aller voir la maison qu'ils veulent faire en garderie, si elle est adéquate et sécuritaire pour les enfants, puis s'il y a assez de local. Je ne me trompe pas, là? Oui, c'est exactement ça. Fait que vous avez communiqué, Mme Mireille, avec la petite enfance. Est-ce qu'ils ont été sur les lieux de l'habitation, voir votre terrain arrière où c'est clôturé pour les enfants? Pas pour le moment, parce que le dossier a déjà été accepté au ministère de la Famille pour la première partie. La deuxième partie consiste à envoyer des inspecteurs sur le lieu pour pouvoir valider les plans d'architecte qui ont été faits. Comme j'ai dit tantôt, il y avait un plan d'architecte qui avait été fait pour ce projet-là, qui va être envoyé au ministère de la Famille, mais ça a été fait avec 6 parkings. Mais lors de la dernière séance, comme il y avait une problématique au niveau des parkings, on l'a augmenté à 12 parkings. Mais pour répondre à votre question, oui, le dossier au niveau du ministère de la Famille, oui, ça a été approuvé pour la première partie. Et la deuxième partie consiste à dire oui, nous sommes d'accord pour votre plan d'architecte. Est-ce que vous pouviez faire des modifications? Et que lorsqu'on finit, ils viennent, ils valident avant d'émettre le permis. C'est ça. Permettez-moi, Mme Mireille, est-ce que la ville, Maude, est-ce que vous étiez au courant que ce plan-là, il vous a été affiché? Mme Laberge? Affiché dans le sens présenté, oui, ça a été présenté au CCU puis au conseil par la suite. OK. Et comment vous l'appelez, la petite enfance a passé, comme Mme Mireille me dit, qu'ils ont passé à la maison, ils ont inspecté avec adéquatement les barrières arrière, la dimension du terrain pour les enfants. Ce n'est pas notre décision, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous avez eu les papiers de ça? Ah ben là, moi, pas à mon niveau. Là, mais... OK. Mme Mireille, ce qu'on nous dit, c'est que Mme Mireille a son permis. Okay. Est-ce que Mme Mireille a envoyé les papiers à la ville pour voir non, si... j'ai dit, comme j'ai envoyé les papiers à la mairesse, à la ville, la première partie, en fait, quand vous envoyez votre demande pour l'installation d'une garderie, ils regardent le dossier. Si le dossier est complet, ils disent oui, ton dossier a été complet. Nous allons
faire une étude à ton dossier. C'est là où nous sommes rendus présentement. D'accord. Et par la suite, ce qu'ils vont faire, ils vont faire une descente sur les lieux. S'il y a des modifications à faire, ils vont dire, par rapport au plan d'architecte qui a été émis au ministère, nous voulons que vous modifiez tel aspect et tel aspect. Donc, si ce n'est pas conforme selon les normes, Mme ça. Mireille n'aura pas son permis pour opérer. C'est ça. C'est bien, ça répond à ma question. Vous êtes bien gentil, merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur pour fermer la séance. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, merci beaucoup. Donc, on se revoit pour le dossier garderie le 31. Il y aura des communications assurément dans les prochains jours, semaines. Je n'ai pas assimilé toutes les dates, là, mais ça s'en vient. Il y aura aussi, je pense, là, je m'avance peut-être trop parce que c'est ce qu'on m'a dit, mais ça n'a pas été validé, mais il y aura des invitations à tous les gens qui sont dans le quartier pour s'assurer qu'ils se déplacent. Est-ce que je me trompe? Madame Hamelin? Votre son, Madame Hamelin. On n'entend pas, Madame Hamelin. Ça doit être à cause de Mme Casa qui vous a fermé le micro. Non, ça va. Je ne suis pas au courant comment ça va, du déroulement jusqu'à la rencontre. OK. C'est les informations que j'avais peut-être en pré-projet. On va aller valider tout ça, puis on garde en tête que c'est important d'avoir les gens qui sont vraiment proches du quartier, leur opinion. Là. Donc, on va essayer de trouver un moyen pour s'assurer de tout ça. J'ai 2-3 idées en tête, là, mais je ne veux pas mettre l'équipe en avant, la charrue en avant des bœufs, mais on prend ça en considération. Donc, merci beaucoup. On a même de la musique pour la fin, c'est parfait. Bonne soirée. Au revoir.